Le 5 juin 2026, Bernadette Chirac s'est éteinte à 93 ans. Avec elle disparaissait bien plus qu'une ancienne première dame. Une femme qui, durant près de 60 ans, avait contenu les fractures d'une famille exposée au pouvoir, à la maladie et aux trahisons. On l'a souvent décrite comme une épouse résignée, vivant dans l'ombre de Jacques Chirac. Pourtant, derrière son silence se cachait une volonté redoutable. Pour la comprendre, il faut revenir à l'enfance d'une petite fille à qui l'on avait interdit de pleurer. Bernadette Chaudron de Courcelles, née le 18 mai 1933 à Paris, dans une famille où les mots devoir, honneur et discipline organisent toute l'existence. Son univers est celui d'une bourgeoisie ancienne, liée à l'armée, à la diplomatie et à l'industrie, un monde dans lequel chacun doit tenir son rang, même lorsque tout vacille. La guerre bouleverse très tôt cette enfance protégée. Son père est fait prisonnier, tandis que sa mère quitte Paris avec les enfants, cherchant refuge au gré des déplacements et des incertitudes. Bernadette découvre alors la peur, l'absence et cette sensation durable qu'un foyer peut disparaître en quelques heures. Elle apprend surtout qu'il faut continuer, sans se plaindre, parce que la famille ne doit jamais montrer qu'elle tremble. À la maison, cette règle devient presque une loi. Sa mère refuse les larmes, condamne les gestes de faiblesse et exige une maîtrise absolue. Lorsque Bernadette travaille mal son piano, une règle peut s'abattre sur ses doigts. Pleurer ne met pas fin à la punition. Les larmes deviennent elles-mêmes une faute. Même un éternuement peut provoquer une gifle, car il prouverait que l'enfant n'a pas suffisamment obéi, qu'elle n'a pas mis le chandail demandé, qu'elle s'est rendue responsable de son malaise. Dans cet univers, les enfants ont des obligations, rarement le droit de répondre. La petite Bernadette, timide et inquiète, comprend qu'elle ne sera protégée qu'à condition de devenir plus résistante que ce qui la blesse. Elle apprend à retenir sa voix, à cacher ses réactions, à observer avant de parler. Ce silence, qui semble d'abord une soumission, se transforme lentement en méthode de survie. Des décennies plus tard, cette éducation l'aidera à affronter les campagnes électorales, les humiliations privées, les rivalités de l'Élysée et les regards d'une presse avide de fissures. Mais elle lui imposera aussi un prix immense. Bernadette saura porter la douleur, rarement la partager. Elle saura rester debout, même lorsqu'elle aurait eu besoin d'avouer qu'elle n'en pouvait plus. Son enfance explique ainsi l'un des grands malentendus de sa vie. On prendra souvent son silence pour de la faiblesse, alors qu'il est le résultat d'un entraînement impitoyable. Elle n'ignore ni les blessures, ni les trahisons. Elle a simplement appris qu'on ne donne jamais à l'adversaire le spectacle de sa souffrance. En 1951, cette jeune femme disciplinée entre à l'Institut d'études politiques de Paris. Elle y rencontre Jacques Chirac, un étudiant ambitieux, séduisant, bruyant, presque contraire à tout ce que sa famille juge convenable. Pour la première fois, Bernadette ne choisit pas seulement d'endurer, elle choisit de désobéir. En 1951, à l'Institut d'études politiques de Paris, Bernadette rencontre Jacques Chirac. Il est grand, énergique, sûr de lui, animé par une ambition que rien ne semble contenir. Il ne correspond pourtant à aucun des critères imaginés par sa famille. Il possède peu d'argent, n'appartient pas au même univers religieux et affiche une liberté qui inquiète les chaudronnes de Courcelles. Ses proches tentent de la détourner de cette relation. À leurs yeux, Jacques est trop instable, trop pressé, trop éloigné des règles qui ont façonné Bernadette. Mais elle voit autre chose. Derrière son impatience, elle devine un homme destiné à entrer dans l'histoire politique. Ce choix n'est donc pas seulement sentimental, il est aussi celui d'une jeune femme capable de reconnaître une trajectoire avant qu'elle ne commence. Ils se marient en 1956. Bien plus tard, Bernadette dira que leur union fut à la fois un mariage d'amour et un mariage d'ambition. Cette phrase renverse l'image d'une épouse entraînée dans le destin de son mari. Dès les premières années, elle participe à sa construction. Elle met ses études entre parenthèses, apprend à taper les textes, aide Jacques à préparer ses travaux et accompagne chaque étape de sa formation administrative. Ce rôle discret ne signifie pas qu'elle accepte de disparaître. Bernadette comprend que la carrière de son mari peut engloutir tout ce qui l'entoure.
Dans les réceptions, les réunions et les premières campagnes, elle observe, mémorise les noms, repère les alliances et apprend les règles d'un monde où le sourire cache souvent la rivalité. Jacques conquiert les salles par son énergie. Elle construit la durée par sa patience. Au début des années 1970, elle décide de reprendre des études d'archéologie à la Sorbonne. Jacques désapprouve cette initiative, comme si l'autonomie de son épouse menaçait l'équilibre du couple. Bernadette insiste. Elle participe à des fouilles, trouve un espace intellectuel qui n'appartient qu'à elle et rappelle qu'elle existe en dehors du nom Chirac. L'archéologie devient presque une métaphore de sa vie. Tandis que son mari avance vers les sommets, elle apprend à dégager les traces enfouies, à comprendre ce qui résiste sous la surface. Elle sait déjà qu'un mariage politique possède plusieurs couches: l'affection, l'ambition, la fidélité, les silences et les sacrifices. Pendant un temps, cette alliance semble solide. Jacques gravit les échelons, Bernadette soutient son ascension sans renoncer totalement à elle-même. Mais en 1973, une épreuve surgit, plus violente que toutes les rivalités politiques. Leur fille aînée, Laurence, tombe gravement malade, et la conquête du pouvoir se heurte soudain à une souffrance qu'aucune victoire ne pourra effacer. En 1973, tandis que Jacques Chirac poursuit son ascension politique, la famille est frappée par une épreuve qui bouleverse tout. Laurence, leur fille aînée, n'a que 15 ans lorsqu'elle souffre d'une méningite pendant des vacances. Jusque-là, elle était brillante, joyeuse, attirée par la médecine. Après cette maladie, son existence bascule. Commence alors un combat de plusieurs décennies contre une anorexie mentale d'une extrême gravité. Le corps de Laurence s'affaiblit, les hospitalisations se multiplient et chaque amélioration demeure fragile. La jeune fille perd peu à peu son autonomie, tandis que ses parents vivent avec la peur d'un appel nocturne, d'une rechute ou d'une nouvelle urgence. Dans cette famille qui sourit devant les caméras, la maladie impose un calendrier plus cruel que celui des élections. Jacques est de plus en plus absorbé par la vie publique. Bernadette suit les traitements, cherche des établissements adaptés et protège sa fille contre la presse. Elle passe d'un dîner officiel à une chambre d'hôpital, d'une réception politique à l'angoisse d'un diagnostic, sans montrer son épuisement. Pour une femme élevée dans l'idée que la discipline peut corriger toutes les faiblesses, cette maladie représente une défaite intime. Bernadette peut organiser une campagne, convaincre un élu, obtenir un rendez-vous, mais elle ne peut ordonner au corps de Laurence de guérir. Elle découvre une impuissance qu'aucune influence ne suffit à réduire. Laurence tente plusieurs fois de mettre fin à ses jours. En 1990, elle tombe du 4e étage d'un immeuble parisien et survit avec de graves blessures. Chaque sauvetage apporte un soulagement, mais aussi une peur nouvelle, celle de devoir recommencer sans jamais savoir combien de temps durera l'accalmie. Cette souffrance transforme Bernadette. Elle comprend la solitude des familles, le manque de structures adaptées aux adolescents et l'insuffisance de la prise en charge des troubles alimentaires. Plus tard, les Pieds jaunes et la maison de Solène porteront la trace de ce drame. Ce qui n'a pas pu sauver sa fille deviendra une volonté de mieux protéger les enfants des autres. Le 14 avril 2016, Laurence meurt à 58 ans après un malaise cardiaque. 40 années de lutte prennent fin. Pour Bernadette, ce décès n'est pas seulement un deuil, c'est l'effondrement d'un espoir qu'elle refusait d'abandonner. Mais bien avant cette perte, alors qu'elle se battait déjà pour maintenir Laurence en vie, une autre menace s'était approchée. Jacques Chirac envisageait de partir, et Bernadette allait devoir défendre sa fille, son mariage et l'avenir politique qu'ils avaient construit. Au milieu des années 1970, alors que Laurence lutte déjà contre la maladie, Bernadette découvre que son mariage est menacé. Jacques Chirac, dont les infidélités sont connues, entretient une relation avec la journaliste Jacqueline Chabridon. Entre 1974 et 1976, cette liaison dépasse l'aventure passagère. Jacques envisage de quitter sa femme. Pour Bernadette, la blessure est double. Elle est celle d'une épouse trahie, mais aussi celle d'une partenaire qui a sacrifié ses études, son temps, une partie de son identité à la construction d'un destin commun.
Un divorce ne signifierait pas seulement la fin d'une histoire d'amour. Il risquerait d'anéantir l'édifice politique auquel elle contribue depuis près de 20 ans. Des proches de Jacques l'alertent. Une séparation publique pourrait ruiner son image, fragiliser sa carrière et éloigner l'Élysée. Finalement, il renonce à partir. Bernadette ne raconte presque rien de cette période. Elle continue d'apparaître à ses côtés, maintient l'unité familiale et refuse d'offrir aux adversaires le spectacle de leur fracture. Cette attitude sera souvent interprétée comme de la faiblesse. Pourtant, elle ressemble davantage à un calcul lucide. Bernadette connaît les aventures de son mari, mesure le poids de la religion catholique, pense à ses filles, à Laurence, déjà si vulnérable, mais aussi à la place qu'elle a conquise. Partir aurait pu lui rendre une liberté intime. Rester lui permet de conserver une influence que personne ne peut facilement lui retirer. Elle ne pardonne pas au sens d'oublier. Elle transforme le silence en arme. Un jour, elle rappelle à Jacques que Napoléon a commencé à tout perdre après avoir épudié Joséphine. Derrière cette référence se cache un avertissement précis. Un homme peut croire qu'une épouse est remplaçable, puis découvrir trop tard qu'elle était l'un des piliers de son pouvoir. Jacques possède le charisme, mais Bernadette détient la mémoire. Elle connaît les fidélités anciennes, les humiliations, les promesses faites aux élus et les secrets du couple. Ces phrases froides et ironiques disent ce qu'elle refuse d'exposer. Elle sait, elle se souvient, et elle ne se laissera pas effacer. En restant, elle accepte un prix immense. Sa dignité doit cohabiter avec la trahison, sa foi avec le ressentiment, son rôle de mère avec les exigences de la politique. Mais cette épreuve marque un tournant. Bernadette ne veut plus être seulement celle qui protège la carrière de Jacques. Elle va construire une force qui lui appartient. À Corrèze, loin des salons parisiens et des blessures du couple, elle commencera à rencontrer les électeurs, à tenir ses promesses et à découvrir que son nom peut peser sans disparaître derrière celui de son mari. En 1979, Bernadette Chirac franchit une étape décisive. Elle devient la première femme élue conseillère générale en Corrèze. Jusqu'alors, beaucoup ne voyaient en elle que l'épouse d'un homme en pleine ascension. Dans ce département rural, elle bâtit pourtant une légitimité qui ne dépend plus seulement du nom de Jacques Chirac. Sa méthode contraste avec celle de son mari. Jacques séduit les foules par son énergie et sa proximité. Bernadette avance plus lentement. Elle parcourt les routes, visite les villages, écoute les familles, note les demandes et revient après les élections. Là où certains promettent puis disparaissent, elle comprend que la fidélité politique se construit dans la durée. À Paris, des conseillers la jugent trop rigide, trop traditionnelle. En Corrèze, ces traits deviennent des qualités. Les électeurs découvrent une femme persévérante, attentive aux détails, capable de se souvenir d'un nom, d'une maladie ou d'un engagement pris des mois plus tôt. Son influence n'est moins des grands discours que de cette mémoire concrète. Elle conserve ses mandats locaux pendant plus de 40 ans et est réélue à plusieurs reprises. Cette longévité prouve qu'elle ne bénéficie pas seulement du prestige de son époux. Bernadette possède sa propre base électorale, un réseau de maires, d'associations et de familles. Lorsque Jacques est contesté dans son camp, ce réseau aide le clan Chirac à préserver son autorité. Elle comprend aussi le pouvoir des symboles. En favorisant le passage du Tour de France par la Corrèze, elle transforme un événement populaire en instrument de visibilité et de fierté locale. Une route, une cérémonie ou une étape sportive peuvent peser autant qu'un discours parce qu'elles donnent aux habitants le sentiment d'être reconnus. Cette même année, les Chirac accueillent Anh Dao Traxel, une jeune Vietnamienne arrivée en France avec les Boat People. Sans adoption officielle, il lui offre un foyer, la possibilité d'apprendre le français et de poursuivre ses études. Dans une maison déjà marquée par la maladie, Bernadette trouve encore une place pour une jeune femme déracinée. La Corrèze devient ainsi son espace d'émancipation. À Paris, elle reste Madame Chirac. Sur le terrain, elle impose sa voix, son rythme et sa manière de faire de la politique. Peu à peu, le rapport s'inverse. Jacques ne lui apporte plus seulement un nom, il bénéficie aussi de la force patiemment accumulée par son épouse.
Cette autorité locale empêchera Bernadette d'être réduite au rôle de décor. Mais lorsqu'elle entrera à l'Élysée en 1995, elle devra encore se battre pour prouver qu'elle n'est ni une survivance du passé, ni un simple vase posé à côté du président. En 1994, un an avant l'élection de Jacques Chirac, Bernadette prend la tête de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. La campagne des pièces jaunes devient bientôt son engagement le plus visible. Chaque pièce récoltée doit améliorer la vie des enfants hospitalisés et rendre l'hôpital moins froid. Derrière cette action se cache une blessure intime. Après des décennies passées auprès de Laurence, Bernadette connaît l'épuisement des parents, le manque de structures adaptées et la solitude des adolescents confrontés aux troubles psychiques. Elle comprend que la médecine ne soigne pas seulement un corps, elle doit aussi préserver la dignité et l'espoir. Cette expérience nourrit la création de la Maison de Solane, à Paris, destinée aux adolescents souffrant de troubles alimentaires, psychologiques ou psychiatriques. Bernadette transforme cette douleur familiale en réponse collective. Elle ne peut réécrire l'histoire de sa fille, mais elle peut utiliser son nom, ses relations et sa capacité à lever des fonds pour éviter à d'autres familles de se sentir abandonnées. En 1995, Jacques Chirac entre à l'Élysée. Bernadette l'accompagne, mais certains conseillers souhaitent la tenir à distance. Ils la jugent trop classique, trop raide, peu compatible avec l'image moderne du nouveau président. Une fois encore, on la réduit à une épouse utile pour les cérémonies, mais supposée incapable de comprendre les nouvelles règles de la communication. Elle répond sans éclat, mais avec méthode. Elle maîtrise le protocole, prépare les voyages, entretient les liens avec les territoires et poursuit ses actions caritatives. Surtout, elle observe les rivalités autour du président. Ceux qui la prennent pour une figure décorative découvrent qu'elle possède une mémoire redoutable et connaît les fidélités qui ont porté Jacques jusqu'au pouvoir. Bernadette refuse d'être un objet dans le décor présidentiel. Elle affirme qu'elle n'est pas un vase de porcelaine. Lors d'une campagne, elle se compare à un sac en peau de serpent, un objet que l'on croit silencieux, mais qui peut mordre lorsqu'on le pousse trop loin. Ces formules sèches deviennent sa manière de reprendre le contrôle sans exposer ses blessures. En 2001, le livre « Conversation » révèle au public une femme plus drôle, plus lucide et plus mordante que l'image officielle. Les Français découvrent qu'elle sait ce que représente sa place et qu'elle n'accepte plus d'être traitée comme une simple annexe de son mari. À l'Élysée, Bernadette gagne enfin une existence publique autonome. Pourtant, au moment où elle impose son influence, la maladie de Jacques, les affaires judiciaires et le destin de Laurence vont ramener la famille vers une dernière période de fragilité. Après son départ de l'Élysée en 2007, Jacques Chirac n'est plus l'homme infatigable que les Français ont connu. Victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005, il voit sa mémoire et ses capacités décliner. Les apparitions deviennent rares, les phrases plus courtes, et le cercle familial se referme autour de lui. Bernadette, déjà éprouvée, continue pourtant de tenir. En 2011, la condamnation de Jacques dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris porte un coup brutal à l'image qu'elle a défendue pendant des décennies. Pour la première fois depuis l'après-guerre, un ancien président français est condamné au pénal. Le symbole est lourd, et Bernadette sait qu'aucun silence ne peut effacer cette blessure. Avec Claude, leur fille cadette, elle contrôle désormais les visites, les photographies et les rencontres. Il ne s'agit plus de protéger une carrière, mais d'éviter que le public voie un homme autrefois puissant perdre peu à peu ses repères. Entre la mère et la fille, les relations n'ont pas toujours été simples. Claude, devenue la conseillère la plus proche de son père, a parfois donné à Bernadette le sentiment d'être écartée de sa propre famille. Mais les années de maladie changent les rôles. Celle qui avait toujours protégé les autres doit accepter que Claude prenne les décisions, filtre les demandes et veille sur ses parents. La transmission ne se fait pas sans douleur. Pourtant, elle devient inévitable. Le 14 avril 2016, Laurence meurt à 58 ans. Ce décès brise quelque chose que Bernadette avait réussi à maintenir debout pendant plus de 40 ans. Elle continue quelques apparitions et poursuit son engagement pour les hôpitaux, mais son corps trahit désormais son épuisement. Les déplacements se font en fauteuil roulant, les traits se ferment
et son regard ne dissimule plus la fatigue. Jacques, lui, s'enfonce dans un profond déclin cognitif. Il parle de moins en moins et ne reconnaît plus qu'un cercle réduit de proches. Bernadette reste auprès de l'homme qui l'a aimée, blessée et entraînée au sommet du pouvoir. Cette fidélité finale n'efface pas les trahisons. Elle révèle seulement jusqu'où elle a choisi d'aller dans la promesse de ne pas abandonner. Jacques Chirac meurt le 26 septembre 2019. Bernadette assiste à l'hommage privé aux Invalides, mais son état ne lui permet pas de participer à la cérémonie officielle à Saint-Sulpice. Après cette disparition, elle se retire presque entièrement de la vie publique. Le 5 juin 2026, Bernadette Chirac s'éteint à 93 ans. La femme qui avait passé sa vie à préserver les autres quitte le monde dans le silence. Cette fois, personne ne peut lui demander de tenir encore. Bernadette Chirac n'a pas remporté toutes ses batailles. Elle n'a pu sauver Laurence, empêcher les trahisons, ni préserver intacte la réputation de Jacques. Pourtant, elle a transformé ses blessures en engagement, son silence en autorité et son expérience de mère en soutien pour des milliers d'enfants malades. On l'a longtemps crue prisonnière de l'ombre de son mari, mais cette ombre ne serait peut-être jamais restée debout sans la femme qui, durant toute une vie, refusa de la laisser s'effondrer.